Bonsoir, bonsoir. Alors, comme d'habitude, bien sûr, un petit parler pour fitter avec la dramatique de Mme Bertrand. Alors, bien sûr, sur la relation mère-fille, Mme Bertrand rencontre ce soir 4 spécialistes de la relation mère-fille. Alors, il va y avoir des solutions aussi, bien sûr, comme d'habitude. Alors, je présente ses invités. Paul Bachand, Sylvie Pluhaut, Christiane Olivier et Louise Lavoie au but. Le rencontre, plus ou moins. Oui. Le frôle, plus ou moins. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la dramatique? C'est gênant pour moi de vous demander. Vous travaillez toutes dans des domaines où vous voyez des mères et des filles. On a le plaisir d'avoir Christiane Olivier qui a écrit 2 livres qui ont été, Christiane, mes livres de chevet, Les enfants de Jocaste et Les filles d'Ève, puis il y en a un nouveau. Mais c'est pas les filles, c'est les garçons. C'est une autre émission. Alors, est-ce que c'est un tabou, l'amour des mères pour leurs filles? C'est supposé, on est toutes supposées s'aimer, les mères et les filles, mais c'est pas simple comme ça. Non, il n'y a pas de relation plus compliquée que mère et fille, parce que il y a ce sorte de rêve de la part de la mère. Elle voit sortir une enfant de son sexe et elle se dit, elle va faire mieux que moi. Et l'histoire reprend tout le temps la même, et on ne peut pas en sortir. Et le seul qui pourrait dépanner l'histoire, ce serait le père qui n'attend rien, puisqu'il est un homme. Il ne peut pas attendre de sa fille qu'elle soit un homme. Il lui laisse la paix, il lui dit, tu es une fille, c'est génial. Et la fille trouve là un peu d'air. Mais s'il n'y a pas de père, elle est dans une relation étouffante avec sa mère. Moi, on a connu aussi. Oui, cette impression de claustrophobie. Oui. Elles étaient enfermées toutes les deux dans cette espèce de folie à deux, de danse à deux, où l'une attend que l'autre soit l'autre, que l'autre attend que l'autre soit l'une. C'est les frontières entre elles deux, hein, leurs espaces personnels sont très peu les attentes délimités. Sont pas dites non plus. Hein. C'est pas clair, les attentes. Mais c'est comme ça. Mais est-ce que c'est pas comme ça, la relation mère-fille? Les attentes, je voudrais que tu m'aimes, je voudrais que tu dises que tu m'aimes. On le dit pas, on s'y attend. La mère voudrait que la fille soit autre chose, on n'en finit plus. Et quand l'enfant, je pense, nous reflète une partie de nous, on n'aime pas trop ça. On voudrait pas. Parce que souvent, c'est pas une partie toujours positive, hein, en tout cas qu'on revoit comme miroir. Donc, des fois, ça nous plaît pas non plus. Puis c'est pas dit toujours non plus, c'est pas clarifié. Ouais. Souvent, moi, dans ma pratique au CLSC, on voit ça. Les attentes non dites. Ouais. Je vous disais tantôt, dans la dramatique aussi, on voit ça, la relation de fantôme. Au fond, la base de cet enfant-là, c'est de l'attente par rapport à pourquoi lui est mort. Puis elle s'est rattachée tellement à cette fille-là qu'elle l'a quasiment... Je fais le geste, mais je pense que c'est serré, comme elle dit. Elle l'a gardé pour elle, comme elle dit, mon battant de vieillesse. Je pense que ça illustre beaucoup cette relation de fantôme, mais qui n'a jamais été dite. Sinon, on l'a toute fait. On comprend un peu plus qu'est-ce qui s'est passé dans cette espèce d'étouffement-là. Mais pourquoi les mères, on est comme ça? Pourquoi? Et pourquoi, de notre côté, les filles ne nous posent pas de questions sur notre sexualité non plus? Les filles n'aiment pas ça qu'on parle. C'est récent qu'on en parle aussi. C'est récent qu'on en parle, mais si les mères commençaient, les filles seraient très contentes. Mais les mères pensent que c'est jamais l'âge. Alors elles commencent jamais. Et les filles attendent. Il faut et puis à la fin, elles finissent par se dire, si on me parle jamais de sexualité, c'est que c'est pas poli, c'est que c'est pas bien. Il faut se situer comme... C'est à la mère de débuter en général. De dire, tu vois, ces amoureux qui s'embrassent, eh bien, ils s'aiment, ils ont envie d'être dans le même lit, ils aimeraient se serrer l'un contre l'autre. Quand j'étais jeune avec ton papa, l'enfant écoute très bien. Moi, je me suis rendu compte qu'à 18 mois, mon fils entendait très bien l'amour. Mais encore faut-il leur en parler. Il y a beaucoup de parents qui pensent que les enfants sont éternellement trop petits. Alors, on les laisse hors de cette affaire, puis après, ils en font un tabou eux-mêmes. Mais tu peux avoir 47 ans et être encore trop petit pour entendre parler de ça. Mais comme elle dit aussi dans la dramatique, elle dit la sexualité, il ne fallait pas en parler. Le plaisir, il ne fallait pas en parler. Il faut se situer dans le contexte québécois aussi. La sexualité, ça fait pas tellement longtemps qu'on en parle. Puis même si on en parle maintenant, c'est encore tabou. D'en parler aussi ouvertement, même aussi quand clairement. On a affaire à des adolescentes, par exemple, qui en ont entendu parler, qui ont eu de l'éducation sexuelle à l'école, souvent rendues... non, qu'elles ne se protègent pas, mais elles sont aussi très mal à l'aise d'en parler. Il y a une pudeur des adolescentes aussi, à un certain âge, où elles ont de la difficulté d'entendre parler, elles ne veulent pas non plus. Alors, c'est aux parents à pouvoir faire la part des choses. Mais ça se situe où, le malentendu qu'il y a entre les mères et les filles? Est-ce qu'on pense...
est-ce qu'on peut en sortir? Ça se situe où? Comment ça se fait dès le départ? Toi, tu dis, Christiane, que c'est que les... en voyant sortir, le problème, ce serait que les mères veulent que les filles soient meilleures, mieux qu'elles. Tout à fait. Elle leur présente un miroir, elle dit, voilà comment tu dois être. Et c'est insupportable pour un bébé ou pour une petite fille. Il veut vivre en liberté, il veut courir, il veut découvrir, il n'a pas besoin d'un miroir où on lui dit, arrête, tu dois être comme ça, comme ça. Ça ne l'intéresse pas. Fais pas ci, Ou fais pas parfois, ça, va pas là. tu ne peux pas être plus que moi. Oui. Oui, tu vas être ce que je suis moi, mais pas plus, parce que, ou ce que moi je veux que tu sois. J'ai vu une femme en clientèle, une fois, elle m'avait beaucoup impressionnée. Elle me disait, comment voulez-vous que j'arrive à un orgasme et que je sois heureuse dans les bras d'un homme quand je pense que ma mère a été si malheureuse? Et ça l'arrêtait. Elle n'avait pas d'orgasme, rien, elle ne pouvait pas. Elle était identifiée à sa mère, elle trouvait scandaleux d'arriver à quelque chose si sa mère n'était arrivée à rien du tout. Car sa mère lui avait raconté une vie malheureuse. Et la fille avait dit, mais je ne peux pas être plus heureuse qu'elle, ça me rend coupable. Donc il y a des choses qu'il faut dire, parce qu'autrement les filles deviennent coupables. Mais il faut les dire clairement. Par exemple, cette fille et cette mère, à mon avis, si la mère avait expliqué très jeune, tu n'as pas de père, il n'y aurait eu aucun scandale. Ça serait très bien passé. Mais elle est restée sur ce silence pendant 47 ans. C'est devenu un os épouvantable. Il était là sur la table, il terrorisait tout le monde. Et la peur d'être jugée par sa fille aussi. Ouais, tout à fait. Mais la peur des parents aussi d'être, ou des mères, de ne pas être une bonne mère, comme ce que je vois beaucoup au CLSC où je travaille. Je travaille beaucoup avec psychologue, toi, au CLSC. Je suis CLSC. psychologue, puis je travaille avec des mères et des jeunes enfants. Et très souvent, les mères ont une terreur de ne pas bien élever leurs enfants, donc elles sont beaucoup plus sévères. Elles traitent l'enfant comme si l'enfant était un petit adulte. Et à ce moment-là, on met ou bien on est trop sévère avec l'enfant, ou bien on le laisse tout faire. C'est un des deux. Je vois qu'on laisse tout faire les garçons, puis les filles, souvent, on les encadre tellement que l'enfant... On traite l'enfant, disons, de 2 ans comme si l'enfant avait 5 ans. Surtout avec les filles. Oui, beaucoup plus avec les filles. Les garçons, c'est différent. Moi, j'ai connu des jeunes femmes, une jeune femme, plusieurs peut-être d'ailleurs, qui avait l'angoisse d'avoir un premier enfant et disant, j'ai tellement peur d'être mère, j'ai tellement peur de ne pas être bien, que je préférerais avoir un garçon. Et pourquoi un garçon? Oh, avec une fille, c'est trop difficile, je ne voudrais pas. Elle devine avant que ça va être horriblement compliqué parce qu'il va y avoir une histoire de rivalité. Est-ce que je vais pouvoir aider ma fille? Est-ce que je vais l'enfoncer comme ma mère m'a enfoncé? C'est un problème. Avec un garçon, il n'y a pas ce problème. Mais, bon, pour employer les lieux communs de cette mère-là, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ces femmes-là, elles ne veulent pas enfoncer leur fille. Elles ne veulent pas la détruire. Pas du tout. Pas du tout. L'intention est pure et bonne. Mais comment ça se fait que ça tourne mal? Comment ça se fait qu'élever les enfants, c'est, comme dit Aimé, c'est me diminuer, me dire t'es pas bonne, me dire t'es pas correct. Tout le temps, comment ça se fait que l'estime de soi... On ne parle pas suffisamment de nos émotions à ce moment-là. C'est pas beaucoup, en tout cas à mon sens, à la toute dernière fête. Là, on parle de l'émotion. Elle parle vraiment de qu'est-ce qu'elle vit, vraiment de qu'est-ce qu'elle pense, de qu'est-ce qu'elle... Parce qu'on souffrance, au fond. On porte un chapeau, on se met un chapeau et on doit absolument réussir, comme s'il y avait une Toute seule et unique manière d'élever les enfants. Et puis, on s'est réfugié derrière ce rôle-là, parfois, hein, parce que, bon, bien, c'est... Mais la façon d'élever les enfants, c'est une façon, je ne sais pas si c'est pareil en France, la façon, c'est une façon destructrice. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, pousse-toi, ôte-toi, on mange pas à table, les coupes sur la table, mais ils font jamais rien de bien. Et quand ils font quelque chose de bien, les enfants, on leur dire, c'est naturel, c'est correct quand ils font bien. Alors, ces filles-là, avec des mères qui sont négatives, exigeantes et négatives, c'est difficile de s'en sortir. Elles sont très coupables. C'est ce qui explique que les femmes ont tendance à aimer énormément nettoyer, ranger, pour se blanchir, pour remettre les choses dans l'ordre. Tout était dans le désordre avec la mère. Et alors, elles passent leur temps dans leur maison à vouloir remettre les choses en ordre. Mais c'est comme un tic qui ne touche pas la profondeur du mal, qui est une culpabilité gigantesque. Je ne suis pas bien, je ne suis pas propre, je ne suis pas une bonne maîtresse maison, je ne suis pas une bonne mère. Je ne suis pas assez bonne. Oui, je ne suis pas assez bonne. Je suis pas assez bonne. Voilà. Alors, je suis toujours en quête, je recherche constamment. Mais d'où ça vient, ça, que la mère, avec des guillemets, c'est supposé être
parfait. Qui est-ce qui nous a mis ça dans la tête que la mère, c'était... Il fallait qu'elle soit super bonne cuisinière, super bonne maîtresse de maison, super bonne éleveuse d'enfants. Alors, les femmes n'y arrivent pas et se sentent coupables. Il y a toute une image là-dedans qui est cultivée au niveau sociétal, je pense. Je suis pas sûre que même si on demandait à la mère de passer le rôle au mari, il y en a qui le font, puis heureusement, même maintenant, mais on parle là, de la dramatique, comme la maman, j'ai oublié son nom, là, comment est-ce qu'elle s'appelait, la maman dans la Aimée, mais elle s'appelait Maman parce que la fille s'appelait Aimée. Elle s'appelait Chère Maman. Elle avait un rôle à remplir, c'est bien sûr, c'est clair. Puis je suis pas sûre que si son mari avait voulu prendre la place, qu'elle lui aurait laissé la place. Il y a un contexte aussi, là. Mais même actuellement, quand le mari veut prendre la place pour certaines femmes, elle le laisse pas facilement. Moi, je vois ça aussi dans ma pratique au CLSC, quand je rencontre les familles, les mères d'adolescents, les pères d'adolescents, le père vient pour dire de quoi? Ben toi, tu le sais pas, t'es pas toujours là, t'es toujours au travail. Ça se dit beaucoup, ça. Et le mari, mais il sait pas trop quoi faire, même avec le jeune bébé. Dans les cours prénataux, on voit ça aussi. Bon, comment prendre le bébé? Ben laisse faire, je vais le prendre, je vais m'en occuper. Mais oui, mais elle peut lui montrer comment le faire. Mais je suis pas sûre que la mère veut céder tant que ça sa place. Il y a un travail à faire à ce niveau-là, je pense. Il y a un travail, moi je viens d'écrire un livre uniquement pour dire aux hommes, vous êtes aussi empotés que nous au début, personne ne sait toucher un bébé, essayez de faire, vous n'allez pas faire ni mieux ni moins bien qu'elle, parce qu'elle s'appelle femme, et que vous vous appelez homme. Essayez, vous allez voir, vous allez apprendre. Ils apprennent très très bien, mais ils sont très secoués d'apprendre qu'ils ont des facultés affectives et parentales aussi importantes que celles des femmes. Car ils se mettaient de côté, ils disaient, c'est pas notre rôle, la maman fait beaucoup mieux que moi. Plein d'hommes vous disent, je suis partie, on a divorcé, et je suis restée sur le côté parce que j'ai pensé que ma femme, c'était infiniment mieux. Ils ont cette idée. Puis, il ne suffit pas d'avoir porté des enfants pour savoir comment les élever. Les attentes c'est au fil des jours. des mères pour leurs filles sont-elles différentes des attentes qu'elles ont pour leurs garçons? Ah oui, ah oui, totalement. Ah oui, totalement. Parce que le garçon, il a un corps différent. Et ça fait que la mère ne peut pas s'identifier à cet enfant-là. Elle le laisse libre. Elle le trouve magnifique, elle le garde peut-être trop, elle l'admire peut-être trop. Elle déclenche un amour qu'on appelle le dipien, qui a du mal à se défaire. Mais en tout cas, elle ne l'embarque pas dans cette histoire, je t'attends comme ça. Elle ne sait pas comment c'est un homme. Elle ne se reconnaît pas en lui. Elle ne se reconnaît pas. Mais il est plus libre, le fils. Hein? Il est plus Même libre. s'il est très aimé, il est plus libre. Mais bon, les hommes et les femmes viennent du ventre de leur mère. Mais la petite fille, quand elle sort, comment elle réagit? Le petit gars, il sait tout de suite qu'il n'est pas comme sa mère. Il sait quasiment en naissant qu'il n'est pas fait pareil. C'est un garçon, et on le lui dit. Mais la petite fille, il va falloir qu'elle... Pour pas s'identifier à la mère, ça doit être difficile. D'abord, ils ne le savent qu'à 18 mois. Un enfant ne sait de quel sexe il est qu'à 18 mois, en voyant le sexe de ses parents et le sien, il finit par décider qu'il est comme lui, comme elle. Enfin, bon. Donc, à la naissance, ils ne savent pas de quel sexe ils sont. Et il n'y a pas... ce problème n'apparaît pas. Le problème qui apparaît, c'est que la petite fille naît tout de suite sous condition. Tu seras ma fille si tu es propre, si tu es gentille, si tu es mignonne, si tu plais à la dame. Et ça commence très très jeune. Des bébés de 3 mois, ils ont les oreilles percées, ils ont déjà des petits trucs pour faire joli. Vous avez vu la jolie petite robe. C'est vraiment l'objet pour faire magnifier la mère. C'est une poupée comme on dit ici, qu'on catine. Oui, mais ça veut pas dire que les mères sont méchantes, ça veut pas dire... Non. Elle quoi? Ça veut dire que les mères ont elle répète quelque chose qu'elles ont vécu elles-mêmes. Mais je pense que ce que tu mentionnes, c'est vraiment important de faire la distinction entre vraiment ce qu'elles font puis leurs intentions. Parce que j'ai pas encore entendu une mère me dire, eh bien, aujourd'hui, je me suis levée avec l'intention de faire souffrir délibérément mon enfant. Ou ma fille. Ou j'aime pas mon enfant, c'est très rare. Mais ça va arriver que je vais entendre des mères dire, ben, aujourd'hui, oui, j'ai eu des moments d'impatience, de découragement, de frustration, et c'est à ce moment-là que je remets en cause mes propres sentiments vis-à-vis de l'enfant. Alors, mais il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y a pas de volonté consciente de blesser l'autre. C'est juste qu'on a peut-être cette peur que l'enfant soit autre, que l'enfant soit unique et séparé de nos attentes. Est-ce que vous entendez autant que moi des femmes dire
j'ai de la difficulté avec ma fille, ou des filles dire, je peux plus supporter ma mère est achalante, ma mère est fatigante, ma mère est... Ma mère ne m'aime pas. Ma mère m'aime pas, je m'entends pas avec elle. Et il y a toute cette image de la mère et la fille qui est supposée être sublimée, qui est supposée très bien marcher. Puis dans les faits, moi, j'entends que ça. Des filles qui me disent « Oh, mon Dieu, ça va mal avec ma mère. Oh, ma mère. » Alors, qu'est-ce qui se passe pour que ça aille si mal? Plus que le contraire, à Mme Bertrand. Les mères, il me semble qu'ils ne se plaignent jamais de ça. Ça va mal avec ma fille. Non, les filles ne veulent pas voir ça, que ça va mal avec eux. Les mères ne veulent pas voir ça, que ça va mal avec leur fille. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, j'ai fait une enquête qui m'a surprise moi-même et qui a surpris douloureusement les mères. J'ai questionné 100 adolescentes filles et 100 adolescents garçons. J'ai posé la simple question, veux-tu ressembler à ta mère pour les filles? Veux-tu ressembler à ton père pour les garçons? Vous allez être étonnés, 99% des filles ne voulaient pas ressembler à la mère, 50% des garçons voulaient bien ressembler au père. Alors il y avait vraiment une différence. C'est quoi le problème? Dans le modèle. Mais c'est l'histoire du modèle qui ne marche pas. La fille ne veut pas ce modèle et la mère veut l'imposer. L'affaire, c'est qu'il n'est pas échangeable, le modèle. On ne peut pas le retourner. Mais ils ne sont pas identifiés dans leur rôle non plus. La fille veut faire comme la mère pour être aimée. Parce qu'elle est du même sexe. Parce qu'elle a besoin d'être Et elle est du aimée. même sexe aussi. Elle est du même sexe. Ici, elle ne répond pas à la commande, comme on disait tantôt. Elle se déçoit elle-même, mais elle a peur de décevoir la mère. Alors que si on arrive à vraiment dire les choses, que ce que vous disiez tantôt, parler, communiquer ensemble vraiment, ce qu'ils arrivent à faire, des fois c'est le travail d'une vie, hein? Oui. Ce qu'ils arrivent à faire à la toute fin, puis des fois il y en a qui n'y arrivent pas. Leur dire mutuellement Se leurs dire, attentes. oui, puis leurs différences Quelle aussi. mère est-ce que j'aurais voulu avoir? Qu'est-ce Oui. que mère j'aurais voulu désirer? Et quand c'est pas possible dans la Oui, mais là, réalité... les mères te font taire parce qu'elle dit, j'ai des bons souvenirs, mais elles disent, on ne parle pas comme ça à sa mère. Oui. Tu peux jamais parler à ta mère. Oui. C'est ça, tu peux jamais parler à ta mère parce qu'elle dit, tais-toi, sois poli. Parce que les filles, on nous a dit, sois gentille et poli. Nos mères nous ont Sois dit, belle et tais-toi. sois gentille et réponds pas à ta mère. Le garçon va dire à sa mère, quand il est fâché, t'es folle, t'es pas fine, et puis bon, je t'haïs. Mais une fille n'a pas le droit de dire ça. Mais finalement, est-ce que des fois, on n'a pas tendance à oublier qu'en face de nous, il y a une autre personne? Dans ma mère, il y a une personne, dans ma fille, il y a une personne. Alors, en tant que personne, c'est ça, à différencier qui est qui. Et ce que je suis, moi, comme personne, avec mes besoins, mes attentes. Et en tant que personne, j'ai le droit de te les communiquer. Toi, tu as le droit de les recevoir ou non. C'est tout là aussi. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est tout à fait inconscient de la part des mères. Oui, c'est inconscient. Moi, j'ai connu une mère qui a fait une chose monstrueuse, elle n'en avait pas le sens, elle avait une petite fille anorexique, ce qui voulait déjà dire, maman, je ne veux pas grandir, je ne veux pas devenir comme toi, pas comme ton corps, surtout pas. L'anorexie veut dire ça, elle avait déjà bloqué la fille. Là-dessus, elle grandit, elle devient adolescente, elle a un petit ami. Qu'a fait la mère? Elle a couché avec le petit ami de sa fille. Et c'est une histoire effroyable, la fille s'est mise à détester sa mère, elle a dit, je vais la tuer. Quand on voyait la mère, elle était désespérée, c'était une femme seule, paumée, etc. Et elle avait voulu partager la même chose avec sa fille, se rapprocher d'elle, sans se rendre compte qu'elle était une rivale terrible. C'était inimaginable. Les deux étant très intelligentes. Et tout à fait, c'était inconscient, c'était un drame inconscient. Et la fille m'a dit, ma mère est monstrueuse. Alors j'ai vu la mère, une fois, elle n'était pas du tout monstrueuse. Mais qu'est-ce qu'elle voulait faire, hein? Quelle était son intention à la mère? À la mère? Ben, pas l'intention consciente, mais l'intention Non, inconsciente. l'intention, c'était de prouver qu'elle était la sœur de sa fille et qu'elle aussi, elle avait des Jules très jeunes et qu'il l'appréciait. Donc elles étaient deux sœurs, il n'y a plus de mère. Et on a enlevé ce problème si difficile. Elle prenait ses habits, elle prenait ses jupes, elles avaient la même taille. Elle jouait à la sœur, celle-là. Elle a renoncé à être mère. Ça aussi, c'est... Oui, mais ça aussi, le changement... Avec des oui. amis, donc je peux te dire n'importe quoi parce que tu es mon ami, tu n'es pas ma mère, tu es mon ami. Avoir cette relation-là, je peux te dire n'importe quoi, mais en même temps, quand quelque part, il y a une difficulté à ce niveau-là. C'est pas parce que tu es mon ami comme relation que je peux vous parler. Mais ça peut parler de l'image que les femmes qui sont mères peuvent avoir d'elles-mêmes et qu'elles traitent finalement leurs enfants en fonction de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Alors, si l'enfant, si elles ont une image négative d'elles-mêmes, à ce moment-là, elles vont essayer de transformer l'enfant pour qu'il soit la preuve qu'elles sont bonnes. Est-ce que c'est l'image ou c'est simplement... Je pense que Mais tout ça, encore une fois, il faut le dire, tout ça, on ne fait pas un blâme des mères. Là. Je suis mère, on est toutes mères. Sinon, il faudrait faire notre procès. On fait notre procès à nous, là. Mais il faut dire une chose très importante, quand même, toute femme connaît,
on n'a sans doute pas une bonne image de nous-mêmes, parce que personne ne nous l'a donné. Il n'y a que notre père qui aurait pu nous la donner. Et notre père, il s'est tenu très loin. C'est peut-être dû à notre âge en génération, peut-être nos enfants iront mieux, j'en sais rien. On a absolument besoin du père pour avoir le sentiment qu'on est une femme valable. Il n'y a que le père qui peut faire ce boulot-là. S'il ne le fait pas, la fille est en détresse avec une mère qui est très gentille, mais qui ne peut pas remplir ce rôle-là. Et puis qui a un manque aussi. Moi, j'ai un manque, j'ai un vide, et elle a son manque, son vide. Alors, on cherche, comme dans la dramatique, à se gaver ou à se remplir mutuellement. Ou à et l'une et l'autre, mais de façon maladroite. Dans la dramatique, c'est un problème de codépendance. C'est vraiment, elles sont, une est aussi dépendante de l'autre. C'est même vital. Une part, l'autre part. Parce que c'est vrai ce qu'elle dit, la mère, elle serait partie si elle avait voulu partir. Mais moi, je trouve que cette mère n'est pas tellement loin de la mère dont je vous parle et qui a sauté le Jules de sa fille. En fait, elle a décidé de l'histoire d'amour et du destin amoureux de sa propre fille. Elle s'est mise à sa place en disant, puisqu'elle pourra pas ça, elle pourra ça, elle a tiré les ficelles. C'est monstrueux, elle lui a pris sa place, elle l'a tuée. Et la fille lui en veut beaucoup. Elle est ahurie, la fille, de découvrir ça, que sa mère s'est bien sa place à ce point-là. Elle se croyait seule dans cette histoire d'amour. Ça avait tourné de travers, ça avait tourné de travers. Mais elle ne pensait pas que sa mère était derrière et vivait la chose à sa place. Mais ce fameux cordon ombilical là, qui nous retient à notre mère, comment le couper? Il y a des filles qui ne le coupent jamais. Elles sont constamment la petite fille de leur maman. Et il y en a qui arrivent à le couper. Je pense qu'il faut y arriver à le couper avec l'affirmation et la colère. Avec la colère? La colère, souvent, mais c'est pas toujours permis. La colère, c'est pas permis aux filles. La colère, c'est pas permis aux filles. Mais si on regarde à la dramatique, quand elle a dit, bon, bien, maman, si tu veux geler, le gel, elle est partie, mais c'est la première fois qu'elle s'affirme aussi fort. Et je me souviens d'avoir entendu des jeunes me dire, mais c'est très dur de s'affirmer contre sa mère. C'est comme si je m'affirme contre ma mère pour pouvoir, moi, vivre. Mais à quelque part, il faut le faire, pour s'identifier. Mais tu sais, on fait pas ça pour mal faire. Ah, ben pas du tout. Et quand je pense, par exemple, je l'ai mis, c'est moi qui l'ai écrit. Bon, quand je pense que j'ai écrit l'accouchement, combien de femmes racontent devant leurs enfants leur accouchement en disant 36 heures, 48 heures, le martyr. Les enfants prennent mal ça. Ils se sentent coupables, mais les mères, ils font pas ça. Ils font pas ça. Les mères, ils font pas ça pour de façon négative. Et elles ont souffert. On revient encore au lieu commun. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais comment sortir de ces bonnes intentions qui tournent au vinaigre? Parce que c'est terrible, les luttes entre les mères et les filles. Ça finit jamais. Mais le problème est quand même qu'il y a une chose physiologique à laquelle personne ne peut rien. C'est qu'une petite fille a un corps neutre et non défini par rapport à celui de la mère. De 0 à 12 ans, c'est très long. Elle est écrasée par la beauté sexuelle de sa mère, par les atouts sexuels. Et personne n'y peut rien, ni la mère, ni l'enfant. Alors la mère commence à raconter des histoires gentilles. Elle dit à sa fille, tu sais, tu as qu'à attendre, ça poussera, tu seras comme moi. Je vais te donner un poupon, tu pourras faire la maman. Et la petite fille sent qu'on se fiche de sa figure. Mais on ne se fiche pas de sa figure. On dit, elle n'a pas de présent, on va lui donner un futur. Grâce à quoi on la tourne vers le futur. C'est ça. C'est très gentil de la part de la mère. Oui, ça, je me souviens, j'étais allée voir une conférence que tu avais donnée il y a quelques années à Montréal avec une de mes filles, justement. Et puis, ça m'avait beaucoup frappé, ça, ce raisonnement-là, que les petites filles de 0 à 12 ans sont rien. Rien. Ni comme la mère, ni comme le père. Il n'y a que les petites filles de l'école qui peuvent les rassurer. C'est pour ça que quelquefois, on les surprend en train de se mettre, quitter la culotte, aller au WC ensemble. Elles veulent être rassurées qu'il y a quelqu'un sur la terre qui est comme elles. Et comme elles, il n'y a que des petites filles, un pubère, qui est de 0 à 12 ans. Ce sont les seules qui sont comme elles. Elles n'ont pas de modèle. Alors que le petit garçon, il est rassuré, il a un modèle. Il y a un modèle, il a vu le pénis de son père, puis il dit, j'en ai un, donc voilà. Je suis correct. Il dit, quand il sera grand, le pénis sera grand, tout sera grand. Pas de problème, il dit, je vais manger beaucoup de soupe. Mais la fille... C'est évident. C'est pas évident. C'est pas pareil. Alors, ça vient de là, tous nos problèmes. Je commence à comprendre. Mais quand les filles vieillissent, et que là, la mère veut absolument, puis ça, moi, je l'ai fait aussi, que éviter, mon Dieu, on veut éviter à nos filles les erreurs qu'on a faites nous-mêmes.
Alors, on les enveloppe, on leur dit, fais pas ci, fais pas ça. Le garçon, on le laisse aller, on se dit, ben mon Dieu, il se débrouillera, c'est un garçon. Mais les filles, on est très près d'elles, trop près d'elles. On les serre, on les étouffe en disant, mais moi, je vais t'épargner ça, moi je suis passée par là. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a trop souffert et on veut éviter à nos enfants le même destin. Mais ce faisant, on leur barre leur route. Et elles disent, quand elles sont grandes, elles me l'ont dit en conférence, nos mères, 100 femmes adultes m'ont dit, nos mères nous ont enfermées. Mais j'ai enfermées dans quoi? Surtout qu'elles étaient toutes différentes. C'était des femmes de 40, 45 ans, parisiennes, ayant des existences très différentes. Et je pense qu'elles se souvenaient que les mères les avaient enfermées dans un modèle féminin dont elles n'avaient jamais pu sortir. Dans une définition de rôle. Oui, une définition de femme. De femme, oui. C'est ça, une femme, c'est comme ça. Voilà, et ça se conduit de cette manière-là. Une femme, c'est comme ça, c'est comme moi. La mère dit, une femme, c'est plus que c'est comme ça, c'est comme moi. Ou pas comme moi. Ou le contraire de moi. Contraire, oui. Mais souvent, c'est les extrêmes. Oui. C'est jamais que tu seras ce que tu veux, toi. C'est jamais. C'est ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est de reconnaître que dans l'enfant, dans la fille, il y a une personne à naître, il y a une personne qu'on peut aider à s'épanouir et qu'on peut aider finalement à actualiser tout le potentiel qu'elle porte en elle. C'est là qu'il arrive les transferts de rôle. C'est La ça. mère n'ose pas laisser partir la fille parce que c'est quoi son identité, c'est quoi son rôle à elle si l'enfant part. Elle est reconnue parce qu'elle est mère. Si l'enfant part, moi j'ai rencontré des couples quand ils se retrouvent après 20 ans, 25 ans de mariage, mais ils ne se connaissent pas. C'est deux êtres qui se sont choisis quelque part, ils sont devenus des papas et des mamans, mais ils ne se connaissent pas. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se parler, de se communiquer. Aussi parce quand la fille part, c'est la même chose. chose. L'identité de la femme, c'est son rôle de mère. Ben, c'est ça. Alors, je ne sais pas qui je suis en tant que personne, moi, si je suis une mère, puisque en tant que femme, c'est ça, je ne sais pas qui je suis. Mais quel modèle, avec les mères, là, évidemment, ce modèle-là est un vieux modèle, un modèle plus vieux, de femme au foyer avec une fille qui va travailler à l'extérieur, mais la mère est au foyer. Qu'est-ce qui va arriver avec toutes ces femmes, mères monoparentales, où il n'y a pas d'hommes dans leur vie, qui élèvent des filles? Élever des garçons. Le problème est redoublé parce qu'il est encore plus difficile d'agresser une mère seule qui a eu la qualité de se dévouer entièrement et qui le fait remarquer. Et alors, la fille ne peut absolument pas dire quoi que ce soit. C'est pire qu'avec une mère comme ça qui est agressive. Ah oui, oui, oui. Il vaut mieux une mère mariée, agressive. On peut lui dire, tu m'embêtes, j'en ai marre, clac, clac, clac. Mais avec une mère monoparentale qui est angoissée, qui a pris un surmétier parce qu'elle n'avait pas assez d'argent, qui se débrouille toute seule, qui est vraiment honorable et qui aime l'enfant en comparaison du père qui est parti. Que peut dire l'enfant, une mère comme ça? Et à l'adolescence, on a besoin d'agresser sa mère. Moi, si on ne peut pas le faire, c'est terrible. Moi, j'aimerais ça un petit oiseau pour entendre les gens chez eux qui vont... Toutes les mères vont dire, ça se peut pas être bien trop haïssable. Il n'y a pas de mère comme ça. Puis ils sont pas toutes comme ça. Non, ils sont pas toutes comme ça. Mais il y en a. Et les filles vont toutes reconnaître leur mère. Je pense qu'il y en a des bien pires que ça, moi. Peut-être qu'il y en a, oui, il y en a des mères ou des filles. Mais cette relation-là, moi, dans mon cas, c'est une relation un peu idéale parce qu'au moins, ils chicanent. Au moins, il y a un contact. Il y a des mères qui n'ont pas, dont la mienne, qui n'ont jamais adressé la parole à leurs enfants que pour dire, tiens-toi droite, mange comme il faut, ne dis pas ça. Ne dire que des consignes. Ne dire que des consignes. Ça se peut qu'il y ait des femmes qui n'aiment pas, qui n'aiment pas leurs enfants. Un enfant, ça se peut qu'il n'ait pas été désiré, ça se peut qu'il soit né fille à la place d'être garçon. Là, le fruit de l'amour, elle, quand même. Hein, oui, mais toi, là, ce que tu dis, c'est que tu t'attaques à un tabou, là. Tu n'as pas idée comme c'est un tabou énorme. Ça peut arriver. Les mères sont supposées toutes aimer leurs enfants. Si tu jettes ce doute-là à une femme, si tu lui dis peut-être que tu n'aimes pas ta fille, c'est la pire des choses. Ou peut-être qu'il y a des moments où avec elle, tu t'entends moins bien, ou avec elle, c'est plus difficile. Moi, je pense qu'il y a des femmes qui n'aiment pas du tout leur enfant. Et il y a des moments où tu es déçue, toi comme mère, tu es frustrée, toi comme mère. Mais l'affaire, c'est qu'elles vont se juger. Je ne devrais pas sentir ça. Je ne devrais pas dire de ça de ma fille. Et on refoule, et on ne l'exprime pas. Et elle ne l'exprime pas. Et à ce moment-là, on va jouer à la bonne mère. Pour
mettre frein finalement à cette culpabilité. Je ne devrais pas avoir ce sentiment de déception, ce sentiment de frustration. Si on revient à la dramatique, quand elle parle d'abandon, je ne veux pas être abandonnée une deuxième fois. Elle a vécu ça comme pour elle, c'est le drame de sa vie d'avoir été abandonnée. Ça a été terrible. Et quand sa fille pense à la placer, au fond, elle revit le premier abandon. C'est pour ça qu'elle l'a tant étouffée, au fond. C'est ça. Mais c'est très lourd pour une fille de porter sa propre douleur. C'est ça C'est l'histoire. ça. Et on n'en parle pas. Ouais. C'est ça qui est triste. C'est qu'elle n'a jamais été capable d'en parler. Et combien de secrets de famille sortent à la mort, par exemple? À la mort de la du vieillard, on va dire, ben, je te l'ai jamais dit, mais c'est... Alors que réfléchir beaucoup, Jeannette, dans le sens où on est en santé, OK? On part de ce principe-là. Puis quand on perd un bras, moi, des clients qui me disaient, Louise, j'en ai un il n'y a pas longtemps, j'avais mon bras. Tout ce que je pouvais faire avec mon bras, c'était extraordinaire. Mais pourquoi il a fallu que je le perde pour en prendre conscience? Et c'est un peu la même chose. On vit des deuils, on vit des lourdeurs, on vit des souffrances. Comme elle dit, c'est tellement étouffé en dedans de moi, ça. On n'en parle pas. Je me dis, pourquoi on n'a pas la simplicité de communiquer ça? Je disais aux gens, on parle de toutes sortes de choses. On parle du hockey, on parle du sport, on parle des nouvelles, on parle de politique, mais communiquer comme ils le font à la toute fin. Ou dire comment on se sent. Donne, oui, se dire. Si je me sens frustrée aujourd'hui. Oui, mais si je me est-ce sens qu'on est déçue? capable de se parler quand il y a une mère qui fait des reproches et la fille qui fait des reproches? C'est que tu sais, le fameux dialogue. Si le dialogue, c'est se faire des reproches, ça ne vaut pas 30 sous, le dialogue. Ils l'ont assez dit, d'ailleurs. C'est quoi, là? Elle a dit, quand on se parle, on tourne en rond. Ça, j'ai entendu ça toute ma vie. Quand on se parle, on tourne en rond, c'est quand même Oui, extraordinaire. parce qu'on se parle seulement des choses négatives, finalement. On ne se parle pas des choses positives. Jamais. Mais c'est ça une partie du problème. Si on disait à l'enfant, « Oh, je suis contente, tu as réussi ça », parce que l'enfant a fait un petit effort, mais on va lui dire, « Non, c'est pas comme ça qu'on le fait, c'est comme ça qu'on le fait. » Alors, finalement, la petite fille apprend qu'elle n'est pas bonne parce qu'on lui répète continuellement Que c'est pas assez. que c'est pas assez, que c'est pas suffisant, que c'est pas comme ça qu'on fait ci. Et elle entend rarement, oui, c'est bien, je suis contente que tu aies essayé, essaye encore. Oui, mais vas-y. bon, quand la mère dit, je t'ai donné ce que j'ai pu, j'ai fait mon possible, c'était pas un gros possible. Bon, c'est que les mères ont été élevées de cette façon-là aussi. Donc, elles transmettent la façon. Elle dit, j'ai été élevée à la dure, pas de larmes. C'est une question de génération. J'étais élevée à la dure. Puis au moment où elles agissaient, c'était le meilleur des choix possibles pour elles, avec ce qu'elles avaient reçu ou pas reçu. Alors on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, on donne avec les limites de ce qu'on a reçu ou pas reçu. Dans ma pratique, combien de jeunes viennent me voir dire, Louise, j'ai eu 80, je lui ai présenté mon bulletin, j'ai eu 80. Il m'a dit, ben t'as 80. Tu aurais pu te forcer un peu puis avoir 90, rendu là. Elle dit jamais qu'ils vont me dire, ben bravo, tu as eu 80, c'est merveilleux. Mais j'ai dit, moi, je peux te le dire ce matin, mais c'est sûr que c'est pas de moi qui veulent l'entendre. Hein. Mais oui, je peux vous dire que j'ai des clients, des patients qui m'ont dit qu'il y avait des 99 Pourquoi tu n'as pas eu ça? Ben oui, t'es rendu là. C'est vraiment... Toute la stimulation positive, elle n'est pas communiquée, elle n'est pas Mais donnée. qu'est-ce qu'on va faire avec... Tu sais, on est à l'époque de la communication. C'est l'époque de la communication. Puis on n'arrive pas, mère-fille, à communiquer, à s'écouter. À s'écouter. Il y a quelque chose que j'ai mis là-dedans, parce que moi, ça m'avait frappé, ça. C'est que les mères, les filles ne sont pas intéressées non plus à savoir ce qu'a été la mère comme femme. C'est toujours la mère qu'elle voit en premier. Elles réagissent à ce que les mères représentent, à leur fonction, à leur rôle. C'est ça. Et elles se plaignent, ma mère ne me parle pas, mais d'un autre côté, les filles n'ouvrent pas en disant combien de fois cette mère-là, et je l'ai mis exprès là-dedans, ouvrait en disant, bon, moi, j'ai horreur des larmes. Elle ouvrait un peu la porte. Pas beaucoup, mais elle ouvrait la porte. La fille aurait pu dire, qu'est-ce que tu veux dire par là, maman? Tu sais? Et la fille n'a pas pris la porte non plus. Mais des fois, la fille va ouvrir au moment de son accouchement, par exemple. Oui. Quand les filles ont... ça, c'est le grand rapprochement. Ça, c'est le grand rapprochement. Oui, parce qu'il y a plein de choses que là, je pense, qui se vivent. Oui. Et qui sont... Qui sont en femmes pareilles. Ben oui. Les mêmes choses. Oui, les mêmes choses. Et comprendre des choses aussi. Je me souviens, quand j'avais mes deux filles, j'ai eu deux filles à 2 ans de différence.
Et puis, bon, je travaillais. Et puis, ma fille aînée m'avait entendu dire, parce que je venais de les coucher, elle m'avait entendu dire, parce que où on vit l'été, il y a une grille, c'est un camp en bois rond, puis il y a une grille où l'air chaud monte, et puis il se couchait sur la grille pour écouter nos conversations. Alors, elle m'avait entendu dire, ma journée commence. Parce que j'étais couchée. Elle m'avait trouvée bien méchante. Elle m'a dit, je t'ai détestée pour ça. Maman m'aime pas. Maman est bien quand je suis pas là. Et un jour, alors qu'elle avait 2 garçons qui avaient 2 ans de différence, elle a dit strictement la même chose. Elle a pris le téléphone et elle a dit, c'est pas qu'est-ce que je viens de dire. Ma journée commence. Elle venait de comprendre que ça voulait pas dire que j'aimais pas mes enfants, que ça voulait dire que je tannée d'eux autres. Ce soir-là, que j'étais fatiguée. Et puis, alors, ils comprennent. C'est ça, c'est qu'elle lui dit, parfois la mère ou la fille lui dit non, mais non, ça veut pas dire je t'aime pas. C'est ça. Non, ça veut pas dire je t'aime pas. Non, ça veut dire que non, j'ai envie de dire non, j'ai envie de m'affirmer, j'ai envie de dire, de prendre ma place, puis de délimiter ce qui m'appartient. C'est si difficile à dire je t'aime pour une mère. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est parce que les gestes prouvent nourrir, ça dit je t'aime, habiller, ça veut dire je t'aime, prendre soin, ça veut dire je t'aime? Ils ne sentent pas le besoin de Elle le dire. l'explique dans la dramatique quand elle dit elle va s'enfler la tête. C'est la crainte qu'on a, c'est que si on dit des bonnes choses, si on dit des bonnes choses de l'enfant, il va s'enfler la tête. On ne comprend pas que ça veut dire que si on lui dit des belles choses ou des bonnes choses, l'enfant va se sentir bon. Et après ça, il va être capable d'aimer. Parce qu'il faut d'abord vous poser la question tantôt, à savoir pourquoi les filles ne posent pas de questions à leur mère. Elles ne peuvent pas en poser des questions à leur mère parce que tant qu'elles ne se sentent pas aimées, elles ne peuvent pas s'intéresser vraiment à l'autre. Moi, je me souviens d'avoir été élevée sur le même mode. C'est-à-dire, ne te regarde pas devant les glaces, c'est défendu. Pourquoi tu crois que tu es jolie? Non, tu dois être humble, tu n'es pas jolie, tu es une petite fille comme les autres, etc. Alors, si ça me va bien, ça, non, c'est bien, c'est tout. Il ne faut pas être orgueilleuse, tu sais, c'est pas bien du tout. Alors, j'ai été élevée tout le temps dans l'idée que j'étais moche, laide, je devais avoir honte de mon corps. Il a fallu que j'attende le premier garçon pour comprendre que j'étais bien, que j'avais un corps bien et que je pouvais plaire. Ça faisait 16 ans que je naviguais dans ce truc. Je suis sans doute moche, je vais déplaire, je vais pas me caser, jamais on m'aimera. Mais ça venait de ma mère, qui par éducation me saquait régulièrement. Chaque fois, je disais, c'est joli ça. Non, c'est tout à fait normal. Madame Olivier, il a suffi d'un seul garçon pour vous en convaincre pour le reste de votre vie. Vous êtes bien chanceux. Vous êtes bien chanceux. Il y en a qui ça leur en prend 10-12. Ici, ce qu'on disait, c'est on n'était pas belle, on était propre. Ouais, si on était propre, déjà, c'était quelque chose. Oui, puis il y a tout un vocabulaire qui disparaît, mais que tu t'apportes à manger à ton homme, il te dit « Ah, c'est pas mauvais! As-tu vu si aimes-tu mes cheveux? C'est pas pire. C'est pas si mal. C'est tout ce vocabulaire très, très, très négatif. Mais ça, c'est le vocabulaire de l'homme. Lui, il est misogyne. C'est son problème. Il peut parler que par le négatif. Mais les femmes ne devraient pas avoir ce problème-là. Elles l'ont parce qu'avec leur fille, c'est difficile de dire à une fille « je t'aime » dans la mesure où on pense « elle ne me donne pas satisfaction ». C'est ça. Puisqu'on dit aux petits garçons très facilement « je t'aime ». Et il nous apporte quelle satisfaction? Celui d'avoir un pénis, c'est d'être différent de nous. C'est la seule satisfaction qu'il nous amène en plus. Et les petites filles, alors, on leur demande des qualités. Et quand elles ne portent pas ces qualités, c'est très difficile de leur dire « je t'aime ». C'est très difficile. Et non seulement quand elle ne porte pas les qualités, mais quand elle est le portrait vivant ou de ce qu'on ne veut pas. De ce qu'on ne veut pas ou de ce que l'on est. Et de ce qu'on aime pas. Oui, moi, Quand elle parle du toucher aussi, je trouve ça important. Quand quelque part, elle dit... C'est comme si, je me souviens pas... J'ai l'impression que tu ne m'as jamais touchée. C'est ça, c'est ça. C'est très important de prendre l'enfant, le bercer, comme il y a l'enfant, ils n'ont pas senti ça, tu sais. Ils n'ont pas senti cette chaleur-là, cette tendresse-là. Ils l'ont senti au niveau du prendre soin. Bon, je change ta couche. C'est ça qu'elle a dit, comment ça, je t'ai pas touchée. J'ai pris soin de toi toute ma vie, bon. Mais émotivement, je te prends dans mes bras, puis je te fais une caresse, plein de tendresse, plein d'amour, plein d'affection. Beaucoup de familles n'ont pas vécu ça. Beaucoup de familles encore québécoises ne se touchent pas, ne se parlent pas. Oui, on n'a pas besoin d'aller très loin. Moi, j'entends au CLSC des dames qui me disent qu'elles ne prennent
pas leur enfant de 2 mois par peur de le gâter. Ah, C'est c'est ça. terrible. C'est épouvantable. Ce bébé-là a besoin d'être pris dans les bras, même oui. pour le boire. Ah oui, c'est un fait. Mais c'est pas parce qu'elles sont pas des bonnes mères, je pense. Non, C'est pas non, parce non, que non, c'est non, le non, droit, c'est la peur. Parce que quand on parle, elles ne sont pas, nous autres Elles même. ne savent pas. Puisqu'on est Elles n'ont des peut-être mères. pas appris. Comment? Si elles n'ont pas été portées, caressées, elles n'ont n'ont pas pas appris. intégré ces gestes-là. C'est Alors ça. comment est-ce qu'elles peuvent les reproduire si elles ne les possèdent pas en elles? Alors je pense peut-être c'est les aider à développer leur manière à elles de bercer et de caresser. Mais les mères, comment on peut casser ce rôle-là, ces attentes-là qu'on a? Quoi faire? Alors, moi, je trouve très sérieusement qu'il devrait y avoir des cours en seconde, enfin en terminale, ce que vous appelez le CG. Le cégep. Oui, aux environs de ces âges-là, pour savoir qu'est-ce que c'est un père, une mère, pour savoir quelle est la différence entre fille et mère, et comme une mère va écraser sa fille sans le faire exprès, et comme au contraire, il faut qu'elle la félicite d'avancer, au lieu de lui dire tout le temps, c'est encore pas bien, ça suffit pas, tu vois, tu as fait ça, nanana. Comme la fille a besoin d'une positivité exagérée par rapport au garçon. Mais les jeunes femmes ne le savent pas. On leur a jamais dit, elles ne sont pas coupables. Et elles l'ont pas reçu non plus dans leur Les pères éducation. ne savent pas du tout qu'en prenant leur petite fille, en disant, comme tu es mignonne, ils font un acte gigantesque, ils la rendent femme, bien qu'elle n'a pas de sein ni rien du tout. La petite l'entend, elle est ravie, tout va très bien. Mais il faudrait dire ça aux garçons et aux filles, à 18 ans. Et on ne leur dit pas. Il y a peut-être un lien aussi, je ne sais pas si c'est plus facile, on voit ça dans la dramatique à la C'est toute bon, fin. ça. On va fonder ça un coup pour au cégep pour dire que ça a l'air tellement simple. Ils vont dire, on n'ira pas à ce cours-là. On le sait, qu'est-ce que c'est qu'être père puis qu'être mère. Mais non, l'importance des rôles à ce moment-là. Puis apprendre Violette, oui. Je vous écoute parler depuis tantôt, puis je me dis que en 1994, il me semble qu'il y a bien des parents qui pêchent dans l'autre sens, qui sont exagérés dans l'autre sens. Il y a beaucoup de monde qui ont juste un fils ou une fille, puis que c'est des princes puis des princesses, puis c'est beau, puis c'est extraordinaire. Même quand c'est ordinaire, c'est extraordinaire, puis je veux dire, puis il n'y a rien de trop beau J'ai pour fait l'enfant. ça, moi. J'ai fait ça, moi. Moi qui n'ai pas eu de compliments de ma Vous avez mère fait le du contraire. tout. Moi, j'ai fait le contraire. Et alors, j'ai pêché dans l'autre sens. Parce que je leur ai tellement dit qu'elles étaient formidables, qu'elle dit qu'il y a t'es la seule qui nous trouve aussi formidables que ça. C'est très lourd à porter de l'autre sens. C'est lourd à porter de l'autre sens aussi. Alors, on n'a jamais raison, les mères. Donc, Mais il y a quand même quelque chose qui se passe actuellement, puisque dans les facultés universitaires au Québec, les filles sont majoritaires de plus en plus. Alors, en médecine, c'est surtout des filles, alors que moi, quand j'étais jeune, ce n'était que des garçons. Alors, il y a quand même quelque chose qu'on a fait à nos filles ici au Québec, puisque nos filles, maintenant, sont plus performantes à l'école que les garçons. Alors, il y a quelque chose sûrement qui s'est passé. Au Québec. En Europe, c'est exactement C'est pareil. pareil. Toutes les statistiques disent que les filles sont beaucoup plus concentrées, beaucoup plus logiques et beaucoup plus intelligentes que les garçons. Et moi, je pense que c'est depuis l'enfance, on les rend parfaites, logiques, conformes à la loi. Et quand elles arrivent devant des lois mathématiques, elles ne mollissent pas, elles appliquent, crac, 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 ça marche. donc c'est pas tout mauvais ce qu'on fait. Non. On rend nos filles, finalement, maintenant qu'on a levé cette interdiction de se développer au point de vue études et devenir ingénieur, médecin, etc., on leur rend un demi-service en leur disant, finalement, si vous êtes très intelligente, on le reconnaîtra. Et elles deviennent très intelligentes. Mais on ne reconnaît toujours pas leur valeur physique et leur qualité de femme. Et leur valeur Eh oui. humaine aussi, leur valeur personnelle. Le fait qu'elles sont irremplaçables par la valeur de leurs expériences, de leur perception, de leur propre jugement. La valeur de la dignité de personne humaine qu'elles sont, qu'elles possèdent. Puis peut-être le moment aussi où la mère commence à prendre soin d'elle-même, soit à partir d'un organisme, en faisant des choses pour elle-même. Quand elle revient avec ses filles ou ses fils, son mari, c'est différent aussi. Son rôle change. Quand on disait tantôt comment on va faire pour changer ça, peut-être pas nous autres qui va changer ça, mais quand la femme commence à prendre soin d'elle, comme elle disait dans la dramatique, si je m'en vais avec son ami, elle dit, il va falloir qu'on s'embrasse. Ils ne savent pas trop comment, mais si je suis toujours avec toi, j'ai pas de raison de t'embrasser. Je trouvais ça beau comme moment de positif entre les deux. Si on se quitte, on va pouvoir se retrouver. Mais il faut peut-être se quitter, effectivement, pour pouvoir se retrouver. Il y aura de plus en plus de personnes âgées. Il y aura de plus en plus de femmes de 50 ans, de 45 ans, de 40 ans, qui vont avoir leur mère à prendre soin. Ça va créer... Il y a d'autres problèmes qui vont surgir. Il va falloir... s'ils ne s'entendent pas, qu'ils continuent à ne pas s'entendre, ça va être grave. Il va falloir trouver des solutions. C'est quoi les solutions?
Vous autres qui travaillez là auprès des femmes. Dès le départ, je pense que ce serait important que les femmes n'arriment pas leur identité à leur rôle de mère, qu'elles se disent la maternité, ça fait partie de ma vie et c'est une priorité importante, mais j'ai le droit de m'épanouir autrement et ailleurs. Alors, mais toute la société dit la mère, c'est la mère. L'année de la famille, c'est quoi? C'est la mère qui la fait, c'est pas l'année. Mais il y a un père dans une famille aussi. Oui, mais moi j'espère qu'on va magnifier le père. Moi j'attends ça. Pas toujours rêver. Dans quel sens magnifier le père? Qui prenne sa place. Qui prenne sa place, il est dans la très famille. importante, elle est vide. Oui, mais je pense que ça commence. Elle est complètement vide. Mais ça commence. Je pense qu'il y a de plus en plus de pères qui prennent soin des enfants qui sont très, très, très... Ils le font très bien. Et qui veulent se rapprocher de l'enfant. Et qui veulent. Il y a vraiment un fort mouvement. Bon, les mères, dans les cas des personnes plus âgées, qu'est-ce qui va arriver? Comment... Est-ce que, par exemple, le foyer d'accueil, c'est une solution? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui pointent un peu partout? Comme, d'ailleurs, la cohabitation, comme elle le suggère. Ça, moi, j'ai écrit ça parce que pour suggérer aux femmes âgées qu'on peut vivre avec une amie, puisqu'on a réussi à vivre avec un homme, on est capable de réussir avec une femme, c'est comme rien. Mais les femmes elles-mêmes, conditionnées par les autres, se disent, oh non, deux femmes, on va se crêper le chignon, ce qui n'est pas vrai du tout. Il peut y avoir de très belles complicités. Mais ce n'est pas, c'est pas dans les mœurs encore. C'est pas courant encore. Il y a ou vivre avec sa fille, ou aller dans une maison d'accueil. Mais il y a d'autres avenues. C'est quoi les autres avenues? Trouver les autres avenues, être créatif à ce niveau-là. Bien, écoutez, ce que quelqu'un dernièrement suggérait à une de ses amies, c'est qu'on achète une maison ensemble et qu'on habite un logement à côté de l'autre. Ça se fait très fréquemment. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des gens qui se voisinent beaucoup, où les gens peuvent s'entraider. Je pense que l'entraide, pas juste du parrainage, l'entraide, parce que de parquer les gens tous du même âge ensemble, je suis pas sûre que c'est une bonne solution, moi. Parce que les enfants bénéficient de vivre, d'être en contact avec des personnes âgées, de la même façon que les personnes âgées peuvent aider les jeunes familles aussi. Il y a des... Je ne sais pas quelles sont les solutions en France. Je sais qu'ici, il y a, par exemple, des maisons unifamiliales où le gouvernement donne un montant d'argent pour qu'on construise un pavillon, qui est une petite maisonnette qui est un peu en arrière ou en avant, enfin, sur le même terrain où la personne âgée a ses habitudes, a sa maison, mais peut aller garder les enfants. Enfin, c'est pas se sentir inutile, c'est ce qu'il y a de plus grave, se sentir inutile quand on vieillit. Oui, mais seulement c'est pas accessible à tout le monde. À tout le monde, c'est accessible à seulement une petite partie de la population, celle qui est économiquement favorisée. Une autre solution que je voulais vous proposer, c'est celle qui se fait beaucoup à Londres. Ici, il y a des femmes qui ont des maisons, qui sont veuves et qui ont une maison qui a 2, 3 chambres. À Londres, ça se fait beaucoup, beaucoup. Cette femme-là prend des étudiants pensionnaires, des filles, des garçons. Elle a des jeunes avec elle, autour d'elle. Ils ont droit... Moi, j'ai un neveu qui a vécu comme ça, a fait ses études. Mais ça en est, ça, des solutions auxquelles les gens ne pensent pas. Quand tu as une grande maison, plutôt de la vendre et t'en aller vivre dans une résidence, ben tu peux louer des chambres. Bien sûr. Oui, puis je pense qu'une personne âgée qui est en contact avec des jeunes reste jeune beaucoup plus longtemps. Ah, mais je suis bien convaincue. Et puis, c'est aussi de reconnaître qu'une personne âgée, c'est aussi une personne. Alors, si je m'autorise, moi, en tant que personne, à avoir tel besoin, à être en contact avec les autres, à aimer être avec les autres, à faire ce que moi, je me donne comme... à actualiser mes désirs, mes projets, bien, c'est beaucoup plus facile. Alors, c'est de travailler Pour revenir au sujet, parce que ça, c'est un autre sujet, pour revenir au sujet qui nous préoccupe, est-ce que c'est possible d'être amie avec sa fille? Ou qu'une fille soit amie? Est-ce qu'il n'y a pas toujours la mère puis la fille? Je crois que c'est quelque chose qui peut être résolu simplement au moment de l'accouchement, comme on l'a dit tout à l'heure. Jusque-là, c'est impensable. Avant c'est le seul moment qu'on ferait, c'est rigoureusement le même.
Car quand Une la fille reconnaissance. aime, elle pense qu'elle a un amour mieux que sa mère. Elle bat sa mère, qui l'a battue très longtemps avec ses amours avec son père. Et quand elles arrivent à l'accouchement de la fille, c'est vraiment pareil. Oui. Il y a encore des filles qui repoussent leur mère, mais là, c'est des problèmes vraiment névrotiques. Il y a des filles qui ne veulent pas leur mère à leur accouchement. C'est très dur pour la mère, ça. C'est très, très dur. C'est une signature terrible. Je ne te veux pas l'accouchement. La mère, elle en prend plein figure. Hein. Parce qu'elle n'a pas le sens d'avoir mérité ça. Elle ne sait pas d'où ça lui tombe. C'est peut-être qu'après l'accouchement, moi, ce que j'ai vécu, c'est comme un regard neuf par rapport à ma mère. Moi, j'ai pu lui dire, tu n'as plus besoin de prendre soin de moi comme tu prenais soin de moi. Je suis mère maintenant. Puis cette relation-là a été modifiée par la suite. C'est extraordinaire. Pas que c'était pas extraordinaire avant, mais ce lien-là dont on parle a été vécu, puis c'est merveilleux. Mais sauf que c'est pas tout le monde peut-être a eu de la chance de vivre ce lien différent-là avec la mère. Quand Isabelle, ma fille, a eu son enfant, moi, je me suis toujours dit, bon, peut-être que j'ai eu tort, c'est votre famille, maintenant les hommes sont dans la salle d'accouchement et tout, alors je voulais pas être là. Alors j'ai dit, je suis au téléphone, je suis à l'autre bout, vous m'appelez, si vous voulez. Alors finalement, Isabelle m'a appelée et je suis allée. Et ma réaction, j'ai braillé comme une madeleine. Les larmes me coulaient comme ça, puis elle souffrait. Puis elle me disait, mais maman, je t'ai appelée pour m'aider, puis tu pleures. Puis je savais pas y expliquer, je savais pas qu'est-ce que je ressentais. Je l'ai su après. Ce que je ressentais très fort mon ventre, son ventre, le bébé. J'étais comme dans... Oui, et c'était quelque chose de grandiose, qui me faisait pleurer de joie, puis je me revoyais, moi, en train de la mettre au monde. Elle qui mettait au monde, elle, un enfant. C'était comme une chaîne de force. C'est très fort, ça. Par contre, il y a beaucoup d'hommes maintenant qui ne veulent pas que les mères accouchent, aillent à l'accouchement. C'est malheureux. Puisque les hommes ont pris cette place-là. Moi, j'ai eu la chance d'être là et de vivre ça. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait, puis elle non plus. On ne l'a pas compris, il a fallu qu'on s'en parle après. Des moments très privilégiés. Pour le savoir. Alors, revenons à Miami. Donc, après l'accouchement, c'est possible. Mais à ce moment-là, c'est pas l'amitié, parce qu'il reste toujours la mère qui prend le dessus. Moi, je prends le dessus des fois. Mais on peut avoir une relation d'adulte, par exemple. Oui. Adulte-mère, adulte-fille. C'est très différent à ce moment-là. Les choses peuvent se dire peut-être plus facilement, ou la communication est peut-être plus facile, il me semble. En plus, en ayant la termes d'égalité. fille prend de l'assurance aussi une fois qu'elle est devenue mère. Plus alors, à ce affirmative. moment-là, elle a peut-être moins besoin d'aller chercher l'amour de sa mère. Elle a un enfant qu'elle aime et elle se sent importante pour cet enfant-là. Donc, prenant de l'assurance, à ce moment-là, elle est peut-être plus capable de parler à sa mère. Plus affirmative. Mais c'est plus la petite fille vis-à-vis de la mère. À ce moment-là, c'est l'adulte qui parle à l'adulte. Oui. Moi, je trouve qu'il y a un glissement, je ne saurais pas dire à quel âge, je pense entre 50 et 60 ans pour la mère. Alternativement, la mère se sent mère ou se sent fille. Et elle dit à sa fille, je voudrais acheter un manteau, tu viens. Oui. Et la fille lui dit, prends pas celui-là, il te va pas. Vraiment, t'es déguisée avec ce truc-là. Il dit, prenez celui-là, il te va vachement. On se reconnaît toutes, là. On se reconnaît. Et nos filles deviennent nos mères à ce moment-là. Et ça se passe dans un glissement très lent. Et je pense que quand on a 80 ans, on est vraiment les enfants de nos filles. Dans la mesure où la relation a été à peu près correcte. Mais elle est toujours à peu près, je dis à peu près, parce que moi, mes filles m'ont dit une chose qui m'a beaucoup frappée. Quand elles étaient petites, un jour, une de mes filles, j'étais en train de l'attraper, je ne sais pas trop pourquoi, elle me répond violemment, mais dis donc, maman, tu préfères qu'on t'aime et qu'on te déteste ou qu'on s'en foute, comme avec papa. J'ai compris que j'étais une bonne mère. Et j'espère que toutes les femmes entendent ça. On m'aimait et on me détestait. Donc j'avais bien tenu ma place. J'avais été sévère, mais j'avais été tendre. Mais on ne pouvait pas m'aimer complètement. J'aurais été une maman gâteau. Et j'ai compris ce jour-là, qu'il y aurait toujours un contentieux entre nous. Mais c'était l'ambivalence. L'ambivalence, qu'on ne peut pas effacer, qui vous tracasse, en disant, je voudrais que les mères et les filles s'aiment. Vous voyez, il y a une ambivalence de fond. Oui, c'est ça. On doit faire ça. C'est ça. Bon,
Pourquoi vous dites elle peut pas m'aimer complètement? C'est pas possible, ça? C'est pas possible. De juste aimer. C'est la santé. D'être capable d'aimer et de détester. Mais c'est ça que les mères ont de la misère à prendre. Bon, tu te dévoues sans compter. Les femmes ont double tâche. Hein? Double tâche. Elles travaillent, elles viennent à la maison. C'est compliqué, aller la garderie, tout ça. Et là, que l'enfant dise, maman, je t'aime pas, ou je te déteste, ben, ça se prend pas. C'est ça qui est difficile à prendre. Accepter que notre enfant nous déteste, c'est la relation haine-amour. Moi, quand j'ai dit que je l'ai enlevé de mon texte, cette relation, je voulais dans la publicité qu'on dise une relation d'amour-haine. Ben, la haine est trop fort, était trop fort. Je dis, les gens vont m'en vouloir de mettre le mot haine attaché à mère-fille. Et toi, tu dis que c'est très sain, qu'à certains moments, mais qu'est-ce qu'on a, les mères, à vouloir toujours que nos filles nous aiment tout le temps? Mais quand j'étais petite, moi, j'ai pensé souvent, elle m'embête tellement, quand je serais grande, je la tuerais. Ouais. Je suis parfaitement normale. Quand elle a été grande et que j'étais... Elle était encore plus grande que moi, je l'ai prise chez moi, je l'ai accompagnée, je l'ai mise dans une chambre où elle était tranquille parce qu'elle était paralysée, je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Je ne l'ai pas du tout tuée. Mais petite, j'étais extrêmement violente. Chaque fois qu'elle ne faisait pas ce que je voulais, je disais, c'est pas ma mère, je la tuerais. Mais les enfants ont des sentiments extrêmement violents. Et réprimés. Ils le disent à eux. Ils le disent à eux-mêmes, mais quand ils disent « Maman, je t'aime plus, je t'haïs, je vais changer de mère pour certaines mères, c'est le drame. Alors que l'enfant ne le dit pas nécessairement à la mère, il le dit à la personne en face de lui qui l'a chalé. Ce que l'enfant dit, c'est « Je n'aime pas quand tu me punis » ou « Je n'aime pas quand tu me défends telle chose ». Tu me donnes pas ce que je veux. Quand un enfant dit à sa mère « C'est fini entre nous », c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour l'instant. C'est ça. C'est la façon Pour l'instant. Pour l'instant. N'a pas la maturité, n'a pas la C'est capacité dur à prendre. Je pense qu'il y a beaucoup de mères, c'est dur à entendre ça. C'est dur à Mais elles entendre. auront peut-être appris ce soir qu'on trouve normal d'être aimé et détesté, que l'enfant déteste à tel point qu'il a des rêves de mort. Et que ça fait partie de l'enfance. Quand on est grand, on ne veut plus tuer les gens. Je lui donner un coup de poing, ou de claquer la porte, ou de dire, écoute, je t'ai assez vu, on n'a pas besoin de le tuer. Mais l'enfant, il pense tout de suite à faire disparaître, lui. La personne qui le dérange, il faut qu'il disparaisse. Faudrait dans les salons, demander, lever la main ceux qui ont dit dans leur tête, je vais le tuer, ça pouvait donc mourir, je serais bien débarrassée. Je pense que tout le monde en a pensé ça. On veut tuer l'attitude ou on veut tuer telle partie du comportement. Mais c'est pas la mère qu'on veut tuer, c'est pas le père. Bon, la relation mère-fille, surtout, a été tellement portée au nu que si tu ressens ça, tu dois te sentir coupable. C'est parce qu'aussi on confond son estime de nous-mêmes avec le rôle qu'on joue. Si l'enfant me dit « je t'haïs » et que moi je sais que je ne suis pas une personne haïssable, je ne vais pas le prendre comme une attaque personnelle. Je vais me dire « il est en colère contre moi en ce moment, mais ça va lui passer. » Bon, maintenant à moi de lui donner les moyens de l'exprimer d'une autre manière. C'est pas tout le monde qui est capable de faire la différence. Oui, c'est qu'on peut pas... Et il y a aussi le fait qu'on ne laisse pas parler les enfants comme ça aux parents. On dit « tes pères et mères honorera », je l'entends encore. On dit « on ne parle pas comme ça à sa mère », c'est un impoli. On est moins sévère. Et puis quand on parle aux mères et quand on leur dit « bon, ils ne vous l'ont pas fait à vous, personnellement », elles entendent ça. Elles sont capables d'écouter ça et de se dire « ah ben oui, lui c'est lui, moi c'est moi, lui a droit à ses moments de colère comme moi j'ai droit à un moment de colère ». Alors la colère est démystifiée, ça devient plus comme « oh mon Dieu, c'est un affront à mon autorité » ou alors c'est une atteinte à ma compétence. Il y a un mélange, je sais, quand la mère ne se permet même pas de dire sa colère, mais quand l'enfant lui reflète sa propre colère, il y a un mélange. On est allé très, très vite depuis 20 ans. On est allé très, très vite. Là, il y a des nouveaux problèmes. Par exemple, les filles qui ont vu leurs grands-parents, les grands-mères garder beaucoup les enfants. Là, leurs mères travaillent. Là, les filles se plaignent que les mamans, elle ne veut pas voir mes enfants. Maman, ils en veulent à leur mère. Ils en veulent à leur mère d'être moderne.
et voudraient que leur mère soit une comme la personne, grand-mère, d'être une d'être femme, une personne. c'est ça. d'avoir le droit à ça. Bon, ça, c'est important ce que tu dis. C'est que faudrait cesser de focusser sur le mot mère, sur l'attitude mère pour dire c'est une personne. Il y a une personne dans cette femme-là, dans cette mère-là. Elle n'est pas juste une mère. Mais tu sais, ça a l'air étonnant, là, mais je pense qu'on ne sait pas ça, qu'il y a une personne en dessous de la mère. Elle a ses projets, elle a ses rêves, elle a eu ses drames aussi. Bon. Puis parfois, inconsciemment, elle a répété des choses qu'elle n'aurait pas souhaité répéter. Alors à ce moment-là, c'est peut-être à l'âge à 47 ans, c'est de dire, bien, j'ai pas eu la mère que j'aurais voulu, ou j'ai pas eu la mère que je désirais, que j'ai souhaité. Oui, mais l'enfant, la mère non plus, peut-être qu'elle n'a pas eu la fille. Et c'est ça, et tu disais tout à l'heure, c'est tabou. C'est tabou. C'est tabou. Il y a des moments où je ne me reconnais pas dans cet enfant-là, où je vais projeter des choses dans cet enfant-là qui ne me conviennent pas en moi. Mais ça, c'est humain. La phrase typique des mères, c'est « Où est-ce que je l'ai pris, celle-là? Oui. Où est-ce que je l'ai pris, celle-là? Pourquoi est-ce qu'elle me fait ça à moi? Pourquoi elle me fait ça à moi? » Ça, c'est des phrases que les mères... Mais est-ce que c'est... Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant de même? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une fille de mère? Est-ce que c'est écrit dans le ciel que les filles et les mères, la majorité du temps, ne peuvent pas s'entendre? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? À part de donner des cours aux jeunes de 18 ans, à part de... Et que la mère se rende compte que sans le faire exprès, elle est écrasante avec sa féminité. Qu'elle l'apprenne au fond d'elle-même. Qu'elle se dise, je suis écrasante pour toute petite fille qui n'a pas de règles. Même si je ne le veux pas. Même si je ne le veux pas. Le fait que j'ai des seins, que j'ai Que je sois désirée et désirable par les hommes, mais ma fille en difficulté. Et oui, parce que sa petite fille n'est pas désirée ni désirable quand elle est petite. Elle est une petite fille. Elle est neutre. Il faudrait que les femmes se disent, ce que ressent ma fille, elle est jalouse. C'est tout à fait naturel. Elle prend mes chaussures, mon rouge à lèvres, elle en met partout, les colliers, les machins, etc. Elle les casse. Je suis folle de rage. Mais je devrais comprendre, les mères devraient comprendre, c'est dire, mais ma fille souffre parce que je suis une belle femme. Et on n'y peut rien. C'est tout bon pour la mère, cette affaire. Il ne faut pas qu'elle le prenne mal de voir sa fille écrasée par ça. C'est ça, et quand elle le sait, c'est qu'elle... Alors à ce moment-là, c'est de dire à l'homme ou au père, de dire, ben prends... Sois le tiers, toi. Prends ta place. Occupe cette place-là. Bon, il y a énormément, j'ai pas les chiffres, il y a énormément de familles où il n'y a pas d'hommes. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ces petites filles qui n'ont pas ce regard du père? Est-ce que le regard je sais pas, d'un oncle, d'un ami de la famille, ça peut suffire pour féminiser la petite fille? En tout cas, ça peut beaucoup aider. Moi, on m'a donné l'exemple d'une femme, je trouvais qu'elle avait bien fait. C'était une femme qui s'était séparée de son ami très vite. Elle était avec une petite fille. Elle n'avait donc pas de père. Elle s'est dit, je suis en danger de vivre, moi, une femme seule, l'écrasement que je connais avec cette petite fille. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, elle est allée taper tous ses copains qu'elle connaissait, qui étaient gentils, de son âge, des hommes. Elle dit, est-ce que tu veux bien être le parrain de ma fille? Oui, bien sûr. Et toi, et toi. Et alors, tous les dimanches, elle va chez un parrain différent. Mais cet enfant, elle a quand même une accointance positive venant d'hommes qui ne sont pas son père, mais qui disent, t'es une fille, c'est bien. Sans condition, comme les femmes auraient fait. Ces hommes-là ne posent pas de conditions. Ils disent, t'es une petite fille, moi je te trouve adorable. Eh bien, ça va, c'est bien. Moi, je trouve que cette femme a une bonne idée. Mais il faudrait aussi peut-être que les pères reconnaissent qu'ils ont une grande importance auprès de leurs enfants, même s'ils ne s'entendent pas avec la mère de leurs enfants. Et je pense que ça fait toute la différence au monde quand le père demeure présent malgré la séparation des parents. Et je pense qu'une enfant peut très bien se développer si son père reste présent, même avec un week-end sur deux, mais qu'il est présent entièrement au moment où il est avec elle. Et que la femme aussi accepte en quelque part qu'il est différent en termes de présence avec elle. Parce que souvent, les mères, j'entends ça souvent, veulent que ce soit comme quand elles sont là. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que, bon, encore le contrôle. Alors que non, il est différent. Ça aussi, il faut que la femme reconnaisse ça en quelque part. Il faut qu'elles apprennent à faire confiance à l'invention de l'homme. Il invente son rôle de père comme nous inventons. La première fois, nous inventons. On ne sait pas très bien comment il faut faire, mais on le fait quand même. La troisième, ça va déjà mieux. Le second jour, on est sauvé. Mais les pères savent exactement aller aussi vite. Seulement la mère les met en difficulté en disant, tu ne sauras pas faire. Voilà. Tu n'es pas une femme, tu ne sauras pas faire. Et l'homme, il écoute ça. Il ne sait pas si c'est bien, si c'est mal. Parce que la femme a été valorisée dans ce sens-là. Alors, la maternité, c'était leur seul pouvoir. Alors, elle a été très valorisée. Si elle ne sait pas faire ça,
Alors, qu'est-ce qu'elle va faire si elle ne sait pas faire ça? Je ne peux pas m'empêcher de parler à la place là, des femmes qui nous écoutent en ce moment. Là. Je sais que là, vous parlez de rapports sains. Vous parlez beaucoup de la présence des hommes, puis des mononcles, puis de la présence masculine importante. Mais là, il y a beaucoup de mères qui ont été victimes d'abus sexuels, puis d'inceste, puis qui écoutent ça, puis qui sont perdus là-dedans, là, qui ne savent pas jusqu'où aller, là, puis qui ont peur. C'est sûr que la peur de l'inceste, c'est quelque chose qui flotte tout le temps. Mais alors, Jeannette, pourquoi n'a-t-on pas peur de l'inceste quand la mère tripote son fils pendant 6 ans? Personne ne dit ça à une mère. Elle éveille la sexualité, elle le fait bander, elle lui fait de tout. Et tout le monde dit, elle fait son rôle de mère, c'est bien. Personne n'a jamais rien vu là-dedans, on ne veut même pas voir. Quand on est maillot d'un petit garçon, très souvent, il a une érection. Personne ne le regarde, c'est... Non, c'est tout à fait normal. Et pourquoi un père ne pourrait pas faire la même chose avec sa fille? Ça serait normal. Et ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que les parents qui ont fait de la sexualité comme ça très jeunes avec leurs enfants, en les changeant, ils ont fait de la sensualité. Plutôt que de la sexualité, de la sensualité, sont des parents qui ne violent pas leurs enfants. Les pères violeurs sont des pères qui n'ont jamais touché le bébé et qui découvrent tout à fait une petite fille de 12 ans. Mais ceux qui ont touché le bébé, ils sont parentaux, c'est-à-dire protecteurs. Et jamais ils vont violer le corps de leur petite fille. C'est pour répondre... Pour les caresses à Violette, pour répondre à Violette. Les filles qui travaillent, qui maintenant ont beaucoup de tâches. Quand tu parles, toi, qu'elles sont à l'université, quelle sorte de mères elles vont être? Tu sais, est-ce que c'est vrai d'abord que les filles doivent toujours dépasser les mères? Mais quand les mères sont un génie de mathématiques, le grand médecin, la grande médecin, comment les filles vont faire? Est-ce qu'il faut d'abord, 2 questions que j'ai, est-ce qu'il faut d'abord dépasser? Les filles doivent dépasser leur mère. Mais est-ce que personne n'a jamais dit ça? C'est ce qu'on dit. Personne ne dit ça. C'est ce qui est dans la tête de tout le monde. Il faut que je dépasse ma mère. Il faut que je sois meilleure. J'entends ça tout le temps. Je vais être mieux que ma mère. Mais c'est pas obligé de répondre aux souhaits de la mère. On peut s'opposer. Parce que je ne peux pas être moi-même d'abord, ce sera déjà une bonne chose. Plutôt que de vouloir être comme ma mère ou la dépasser, moi, je vais trouver ce que moi, je veux. Ce que moi, je désire. Dans les lieux communs, dans ce que j'entends tout le temps, il faut... depuis que je suis toute petite, je veux être mieux que ma mère. Pourquoi se définir mieux contre la mère et ne pas se définir pour soi? Alors, mais ça serait bien beau, là, mais ça ne marche pas de même. Ça serait merveilleux. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui va arriver à toutes ces femmes qui vont être des universitaires, des femmes qui vont avoir des business florissantes, et tant mieux, pour ça, 200%, leurs filles vont-elles être capables de les dépasser? Est-ce que c'est nécessaire qu'elles les dépassent? Elles vont être capables de prendre soin de leurs enfants. Ça, je suis certaine. De toute façon, mais on n'a pas toujours l'impression de dépasser ses parents. Moi, je suis une femme dite célèbre. Mes enfants m'ont dit que c'était gênant, car à l'adolescence, quand ils avaient besoin de m'agresser, il était très difficile d'agresser une femme dont tout le monde disait dans 10 ou 12 pays, elle a raison. Comment dire à cette mère, tu m'emmerdes? C'était impensable de faire ça. Ils m'ont dit, ça nous a beaucoup gêné ce truc. Tu t'en rends compte? J'ai dit, oui, je m'en rends compte. Et comment faire autrement? Je ne leur parlais pas beaucoup de ma vie d'écrivain, mais ils s'en rendaient compte. Il y a un problème, mais simplement pour des exceptions, des gens qui sont très connus. Les autres enfants, s'ils deviennent universitaires, vont aussi haut, plus haut que leurs parents, mais ils n'ont pas ce sens, ils ont le sens de se développer eux-mêmes. Et je ne pense pas qu'ils établissent une comparaison. Par exemple, ils vont faire de l'informatique, leurs parents n'en ont pas fait. Ils vont faire de l'infographie, leurs parents n'en ont pas fait. C'est incomparable, les études qu'ils vont faire. Nous savons que nos enfants vont aller bien plus loin que nous. Mais eux ne le sentiront pas, ils marchent avec le siècle. Je ne crois pas qu'ils se mettront en comparaison. Ils rigoleront de temps en temps. Mon Dieu, si maman voyait ça, moi j'ai, par exemple, horreur de tout ce qui est informatique, etc. Je suis sûre que quand je serai âgée, ils diront, mon Dieu, si maman me voyait, en disant, je l'ai dépassé de longtemps, mais gentiment. Car si ça avait été mon siècle, j'aurais connu l'informatique, je m'y serais mise. J'ai pas voulu. C'est pas en compétition. Oui, ça répond à ma question. Mais ce que je voulais proposer, c'était que ça court beaucoup dans le langage courant. On y croit beaucoup, que chaque enfant doit... Mon rôle, c'est de faire mieux que mes parents. C'est de gagner plus d'argent, c'est d'avoir une meilleure position sociale, c'est de réussir à être plus heureux, être plus informé. Bon. Parce que l'enfant croit que son parent va l'aimer s'il est
excellent, s'il performe, s'il est très bon. OK, ça, bon, c'est pour ça. Moi, je pense que D'où quand tu as 89 le parent qui dit « Pourquoi tu n'as pas 100 ?» Mais souvent, c'est parce que le parent voit l'enfant comme son prolongement. Oui. Il faut qu'il soit plus. Alors c'est ça, c'est toute la question de dire, c'est ça, puis je m'investis C'est dans difficile toi. d'être parent. Hein? Alors, C'est pas simple. C'est difficile d'être parent. Ça prend pas dans les livres. C'est Freud qui a dit qu'il y avait 3 métiers impossibles, psychanalyste, je ne sais plus lequel, et parent. C'est impossible. Mais C'est impossible d'être bon parent. Ouais. On a toujours fait une erreur quelque part, et puis il faut l'accepter, voilà. On ne peut pas, il faudrait être parfait pour être parent. On n'est pas parfait, alors on n'est pas bon parent, on est parents aimants, mais on s'arrête là. Hein. Bon, accepter de ne pas être Ouais. une mère parfaite, c'est très, très difficile. Mais C'est c'est par, nos difficile. manques, c'est par nos manques comme parents qu'on permet à nos enfants d'apprendre quelque chose et eux, on permet à nos enfants de ne pas être parfaits, donc de faire des erreurs et par la même occasion d'apprendre. Je pense que c'est important de ne pas être parfait. Si on se donne la permission de ne pas être parfait, nécessairement, nos enfants vont avoir cette permission de ne pas être parfait. Le plus que parfait qu'on exige dans le 90 ou dans le 99 ou dans le 100. On est en train de révolutionner la province. Parce que j'entends... Ça te donne la permission. Quand tu as un bébé dans les bras, la mère, elle se dit, je vais tout lui donner. Elle l'aime. Je vais tout lui donner. Il va être un enfant. Puis on veut le meilleur. On veut le meilleur pour lui. Puis on veut qu'il soit le mieux du mieux du mieux du mieux. Puis on a des failles. Et l'enfant prend de la drogue. Et l'enfant est délinquant. Puis l'enfant fait des fugues. Puis on se dit, mais qu'est-ce que les mères disent? Vous le savez très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas correct. La culpabilité des mères, ça n'a pas de fin. Et Freud n'a pas aidé non plus. Oh non! Alors, la culpabilité des mères, tu sais, si tu veux gratter, t'en as. Gratte, t'en as. Peut-être il y a un pédiatre, psychanalyste, qui a utilisé une formule absolument extraordinaire. Il parlait d'une mère suffisamment bonne. C'est bon. Je suis suffisamment bonne. Je vais téléphoner à mes enfants. Je leur dire, je suis suffisamment bonne. C'est bon. Oh mon Dieu. Il faut se retenir ça. Je suis suffisamment bonne. Ça va. ça veut dire que j'ai des limites. J'ai des limites, c'est ça. Je ne peux pas tout donner. Non. Et je voudrais tout donner que je ne pourrais pas le donner. C'est impossible, c'est un rêve impossible. Est-ce que les mères, en descendant du piédestal, où la société les avait mis, à certains moments, pas toujours, mais à certains moments, on a mis la mère, les grosses familles, plus tu avais d'enfants, plus tu étais jugé au prorata des enfants. 12 enfants, tu étais une mère super. Alors qu'on savait bien, dans le fond, que toutes ne voulaient pas 12 enfants. Mais alors, comment descendre de ce piédestal? Pour certaines personnes, c'est difficile. Qui est incapable de dire « je suis suffisamment bonne ». Il faut dire « j'ai été parfaite ». Tant pis si vous ne l'avez pas vu. C'est ça que les mères, plusieurs mères se disent. Si on accepte plus nos limites, un peu comme on disait tantôt, j'étais suffisamment bonne. J'ai fait mon possible. On m'a dit tantôt, comment on disait ça dans la dramatique? J'ai fait mon possible. J'ai fait mon possible. Si mon possible était petit. Mon possible était petit. Même si mon possible était petit. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Même si mon mieux était petit. Même si mon mieux était petit. Mais elle a tout fait. Elle ne peut pas donner plus dans le contexte, quand on sait l'histoire. C'est ça, je pense, qui est important de comprendre aussi, que je voulais mettre dans mon pas donner histoire. plus. C'est que tu ne peux pas donner plus. Mais c'est aussi, elle a fait de faire le deuil de cette mère idéale qu'elle aura jamais, qu'elle aurait souhaité avoir, mais qu'elle ne pourra pas avoir, parce que la réalité est autre. Mais ça arrive très souvent, ça, par exemple, nos filles vont chez leurs copines et elles tombent en amour avec la mère superbe de leur petite amie. Ça, c'est une vraie mère. Elle est merveilleuse. Ça fait mal. Ça fait mal. Des fois, peut-être leur proposer d'aller une quinzaine chez la petite amie. Je suis pas sûre qu'elle ne reviendra pas aussi vite. Il faudrait faire des échanges. Oui, ou comme la fille qui se fait dire par ses copines, ta mère est formidable. Puis elle a des... Ah oui? Les ambivalentes. C'est terrible, hein, Qu'est-ce qui peut arriver maintenant à cette relation mère-fille? Est-ce qu'on... une émission comme celle-là, est-ce qu'il n'y a pas des petites graines là qui vont germer? J'espère. Est-ce qu'il y a moyen que ça aille mieux entre les mains? Prendre à s'arrêter ensemble, puis s'écouter.
s'écouter. Hein? S'écouter. Elles se sont pas écoutées une fois, ces Non. deux-là. Sauf à la toute fin. À la toute fin. Où elles ont pris un petit peu de temps et elles ont récupéré presque une vie. Oui. Puis, il s'agit pas, des fois, souvent, on pense que s'écouter, ça prend des heures, des heures. Je n'ai pas le temps de faire ça, je travaille, elle travaille. Avant l'école, avant l'université, au cégep, la visite s'en vient, on n'a pas le temps. Mais si on savait comment c'est peu de temps. C'est Jacques Salomé qui disait, si on arrêtait de parler sur le temps qu'on n'a pas, on a une réunion, on a ci, on a ça, mais il dit, si on parlait sur le temps qu'on a, il dit, ce serait extraordinaire, tout le temps qu'on gagnerait, l'énergie qu'on gagnerait. Et c'est vrai. Mais ça peut être un 15 minutes, par exemple, avant... moi, j'ai une fille adolescente et très souvent, c'est à l'heure, bon, de chacune aller dans notre chambre. Et il y a toujours une conversation de 15-20 minutes. Et c'est souvent un moment privilégié où ma fille me parle de choses importantes pour elle ou qu'elle me pose des questions sur ma journée. C'est une petite période dans la journée et c'est souvent un très bon moment. C'est difficile d'avoir une mère qui est psychologue, qui est psychanalyste, comme Christiane, et qui dit, là, maman, elle doit tout m'analyser, là, elle doit tout me... Ah non, il y a une chose qui est particulièrement favorisante du côté de ces mères-là, c'est qu'elles entendent énormément ce que disent les enfants, même s'ils le disent à demi-mot, et on facilite le dialogue. On dit, oui, tu as commencé à dire ça, allons-y, gaiement, ton grand-père, alors, qu'est-ce qu'il a fait ce matin? Et le gosse sort, mon grand-père, il est très méchant, il a mangé toutes les prunes, il m'en a pas donné. Bon, alors on arrive à remettre les choses. Une autre mère commencera à dire, comment son grand-père, il ne faut pas y toucher. Bon. Je vais donner un exemple avec mes enfants. Ils se rendaient compte, quand ma mère était là, je faisais un effort de politesse énorme, car comme elle ne m'aimait pas et que je ne l'aimais pas, j'avais un comportement parfait, tout à fait inhabituel. Et un jour, mes enfants sont venus me voir et disent, ta maman, tu l'aimes pas? Et je ne sais pas si beaucoup de mères ont répondu comme moi, j'étais psychanalyste, je l'ai répondu, j'ai dit, non, je ne l'aime pas. Et pourquoi tu ne l'aimes pas? J'ai dit, parce que quand j'étais petite, elle m'a beaucoup tapé, j'ai beaucoup pleuré. Et là, ils m'ont répondu, ils avaient 4-5 ans, et quand elle mourra, tu pleureras? Ce qui voulait dire, est-ce que tu auras du chagrin? J'ai dit, je ne sais pas, je n'y suis pas encore, je ne sais pas du tout. J'ai répondu que la vérité. Et vous ne pouvez pas savoir comme ces enfants m'ont aidé à être gentille avec une grand-mère qui ne trouvait pas très gentille. Mais ils partageaient mon secret et j'avais dit, je ne veux pas qu'elle le voie, je ne veux pas lui faire de la peine, elle est trop âgée. Et bien mes enfants ont été adorables avec cette femme. Adorables. C'est une femme qui n'était pas gentille, qui était froide. Je ne sais pas si c'est facile, à part mais toi, de dire cette vérité-là. J'aime pas maman. C'est pas courant. C'est difficile. Moi, ma fille Dominique, ma fille aînée, quand elle a eu 20 ans, ma mère était morte depuis 20 ans, elle m'a dit, coudonc, maman, n'as-tu une mère, toi? J'en avais jamais parlé. C'est important, hein? Et là, je suis partie à pleurer. Et puis, j'en avais jamais parlé. Alors, je lui ai dit, je pense que ma mère n'aimait pas beaucoup les enfants. Je suis gentille. Elle n'aimait pas les enfants. Bon, comme beaucoup de femmes. Mais quand je dis ça, je me sens toujours un peu coupable de ternir Comme si on n'avait pas le droit de comme si on n'avait pas le droit de dire ça. Je me sens un que votre mère soit parfaite, puisqu'intelligemment et consciemment, vous reconnaissez qu'elle n'a pas été parfaite. Ouais. Pourquoi vous voulez la blanchir? Ouais. C'est ça la réalité. Parce que on dit pas ça, ces choses-là. J'ai été bien élevée. On dit pas ça. On dit pas ça de sa mère. On dit pas ça. C'est très laid. On dit pas ça, ces Les choses-là. règles, hein, c'est les maximes. Qui va permettre à sa fille de dire « Je t'aime pas, maman ». C'est pas fait. On a quand même beaucoup évolué. Nos enfants arrivent à nous dire en pleine figure qu'ils ne nous aiment pas Écoutez, maintenant. il faut Ça a changé, cette politesse désuète. Elle est partie. Nos enfants nous disent je peux pas te voir ce soir, ou papa il n'est pas gentil, ou comme ça. Hein. Moi, je ne l'aurais jamais dit à mes parents. On m'aurait dit tout de suite, lève-toi de table, qu'est-ce que tu as dit à ton père? Je serais partie. Mais mes enfants peuvent le faire et leurs enfants le feront. On a plus de liberté, la communication est meilleure. Oui, je pense que oui. Ma petite fille, à l'âge de 5 ans, me dit « Je t'haïs, maman ». Et là, je lui répondais, on était toutes les deux dans un moment... Non, elle avait 7 ans. On était toutes les deux dans un moment là, où c'était vraiment très difficile. Et je lui ai dit « Moi non plus, je t'aime pas. Aujourd'hui. Mais peut-être que tantôt, je t'aimerai. » Et puis finalement, on a réussi à passer à travers des périodes bien difficiles parce qu'on acceptait qu'à certains moments, on ne s'aime pas. Et je pense que si on accepte ça,
il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans une relation mère-fille. On ne peut pas s'aimer tout le temps. Ça devient plus minute. souple. Ce qu'elle dit est très important, ça devient plus souple. Oui. On passe de l'amour à la haine, de l'amour à la haine, et c'est tout à fait bien. Parce qu'on n'accumule pas la haine, donc on ne devient pas un volcan vivant. On peut aimer, on peut haïr, et on sait que c'est normal. Mais c'est la mère qui, la première, quand même, doit faire comprendre qu'il y a des moments, par exemple, elle aime son mari, d'autres moments, elle dit il est odieux, il a encore envoyé la poubelle, des bêtises comme ça. Et puis 5 minutes après, oh, j'aime votre père, et ça. Et que l'enfant voit l'ambivalence. Et que l'amour, c'est pas comme ça. Non, pas tranché. Jamais. Même Même entre les couples. ça, cet amour-là de base, mais on arrive à le faire comprendre, c'est le comportement X, Y, Z Voilà. qu'on n'aime pas. Mais toi, je t'aime, mais ce comportement-là, quand tu es avec moi comme ça, je n'aime pas ça. Il me semble que ça fait une différence. Et de reconnaître que 24 heures sur 24, même avec la personne la plus aimée au à un monde, moment donné, on va lui trouver... On a un accrochage, on va être déçu, on va être frustré, on va être en colère. Alors, Pourquoi les amoureux sont si déçus? Vas-y, imagine que l'amour, c'est la grande fusion. ils ne supportent pas de se disputer. Moi, je trouve que la dispute fait partie de l'amour, à condition qu'il y ait réconciliation. C'est une extériorisation de quelque chose de mauvais, on le dit, on en est débarrassé, et on repart positif. Mais il y a plein de gens qui supposent que s'ils se disputent, ils s'aiment pas. Ou que quand on est fâché, on va devenir violent. Oui. On va passer aux actes. Et souvent, quand on dit les choses, ça nous empêche de passer Mais aux on actes. a vu ce soir à quel point c'est difficile se parler pour dire les vraies choses. On peut parler, on peut se dire un tas d'affaires, mais communiquer vraiment à quel point on peut en venir à 47 ans et à 74 ans, à toujours éviter, ou quand on se parlait que pour se faire des reproches. Et c'est quand elles ont cessé de se faire des reproches et de se blâmer mutuellement qu'elles se sont rencontrées. Elles ont dit, parle-moi de toi, qui es-tu? Moi, je te connais pas. Elles ont pris du temps. C'est ça. Et puis ça voulait... Si elle s'était rencontrée et qu'elle ne s'était pas aimée, bon, c'est pas une personne qui me convient ou avec qui je vais être Mais nécessairement souvent, amie. il faut un drame pour que ça arrive. Souvent, il faut une maladie, il faut une limite, il faut une fugue, il faut qu'il y ait un choc. Parce que pour les que défenses ça, sont pour- tombées. ou les sont- défenses sont tombées, c'est ça. Sinon, Il y a ça un peut regard continuer comme ça pendant, je ne sais pas combien d'années. Et elles Il y a un auraient... regard neuf. Il faut vraiment qu'il y ait un regard neuf, et de la part de la fille, et de la part de la mère. Comme on parlait de l'accouchement, ça nous donne un regard neuf. Mais pourquoi, Christiane, après avoir fait les 2 livres sur le rapport mère-fille, il n'y en a pas tellement de livres sur le rapport mère-fille. C'est quelque chose que tu lis pas ça tant que ça. Pourquoi avoir fait père-fils? Parce que je pense que les mères seules ont beaucoup de mal à finalement rendre leur fille en bon équilibre féminin. Elles ne peuvent que leur dire « sois aussi parfaite que possible ». Elles ne peuvent jamais dire cette part qui est rassurante, même non parfaite, tu es déjà une femme et c'est déjà merveilleux. Et ça, il n'y a que le père qui peut le dire. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les fils d'Orès » qui vient de paraître et qui touche beaucoup les hommes parce qu'il leur fait comprendre qu'ils ont une parole à eux qui est très signifiante et très lourde de signification. Et ils ne le savaient pas, les hommes. Ils pensaient qu'ils n'avaient rien d'intéressant à dire à leurs enfants. Et ils ont des choses, même sans rien dire, en prenant l'enfant dans les bras, il est content, il s'amuse avec. La gamine, elle comprend très bien qu'elle plaît à son père, donc elle n'aura pas à faire de séduction plus tard. Ça ne sera pas une femme hystérique. C'est majeur. C'est très important, les pères. Mais c'est la première fois qu'on explique sur le plan psychanalytique la place du père. On a expliqué la place du père en disant soyez gentil dans le couple avec votre femme, elle travaille, aidez-la. Alors, les nouveaux pères ont commencé à relayer les femmes par gentillesse et par amour pour la femme, mais pas pour le bien de l'enfant. C'est la première fois que quelqu'un explique que le bien de l'enfant exige que le Et père... le bien de la fille, Oui, le bien de la fille, Parce que les pères savent très bien que pour les garçons, ils sont importants, c'est un modèle. Mais pour les filles, ça, c'est plus difficile. Je sais pas s'ils vont être si contents que ça, les pères, d'apprendre qu'ils sont plus importants qu'ils pensaient. Ça a une responsabilité de plus encore. Un petit mot dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Il y aura des messages, des adresses utiles, des informations. Enfin, c'est un complément de parler pour parler. Semaine prochaine, à Parler pour parler, il sera question des secrets de famille. Après la pause, Cinémotion présente Le choix tragique, un film canadien.
Un spectacle hilarant, étincelant, à voir absolument, Les Fourberies de Scapin, avec des comédiens exceptionnels, dont Yves Jacques et Jean Besseret. Une rencontre au sommet entre Molière et Denis Filiatro. 500 écus. 500 écus. Ouais, n'a-t-il point de conscience? Vraiment, oui, de la conscience à un turc. Bon, j'ai-il dit ce que c'est que 500 écus? Oui, monsieur. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il est vrai, mais quoi? Dimanche 20h à Radio-Québec. Les jours d'année, l'avantage des meilleurs prix. En ce moment, l'Abbé vous offre à des rabais variant entre 30% et 50% une sélection de dessous Wonder Bra, Vogue, Warners et Playtex. De plus, les canons fin Baycrest sont moins chers à la douzaine. Achetez-en 12 et économisez 40% seulement à l'Abbé. Les jours l'Abbé, c'est à ne pas rater. Les jours l'Abbé, l'avantage des meilleurs prix. Du 21 au 25 mars, c'est la semaine du français et à cette occasion, Téléservice et l'Office de la langue française vous invitent à participer à son jeu questionnaire « Comment appelle-t-on ». Vous trouverez tous les détails à l'intérieur de votre quotidien préféré se trouvant à mes côtés. Remplissez le coupon de participation et courez la chance de gagner de nombreux prix d'une valeur totale de 3 000 $ offerts par Interdisc, les publications du Québec, Libre Expression, ainsi que les dictionnaires Le Robert. Regardez Téléservice pour en savoir davantage. Participez nombreux. Bonne chance. Des marques connues, c'est important. Payer le plus bas prix, c'est tout aussi important. Pourquoi payer cher juste pour le nom? Pas chez Zellers. Zellers a les prix les plus bas sur tout. En ce moment, à votre magasin Zellers, économisez jusqu'à 10 $ sur ces magnifiques pantalons en donné aux couleurs dernier cri pour dames. Oui, économisez jusqu'à 10 $. Des marques connues fiables. Au bas prix de Zellers, il n'y a rien de mieux. Seulement à votre magasin Zellers, parce que le prix le plus bas fait loi tous les jours. Des marques connues, des bas prix. Et des cadeaux du Club Z. Pourquoi magasiner ailleurs? Café? Café au lait? Espresso? Cappuccino. Sauve-moi et prends-moi dans tes bras. Sauve-moi, j'ai besoin de toi. Voici les cafés style bistrot de Maxwell House. En cas d'urgence, il suffit d'ajouter de l'eau